Ah, magnifique. Ok, ça marche. Bon, il est 10, on va commencer dans les temps. Je me présente, je suis Régis Jancovici, je suis le fondateur et dirigeant de ETF Finance. Alors peut-être que vous ne nous connaissez pas encore. Je vais vous faire un petit flashback. Moi, j'ai été gérant d'actifs pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé à la compagnie financière. J'ai bâti la première société de gestion spécialisée dans la gestion à base d'ETF dès 2007, qui s'appelait Figest Asset Management. Et depuis 2013, j'ai construit cette plateforme ETF Finance, qui est une plateforme d'allocation d'actifs en ETF, qui à la base se destinait à des sociétés de gestion et des institutionnels, et qui finalement, depuis maintenant plusieurs années, 4 ou 5 ans, se destine à de la clientèle d'investisseurs privés à travers des conseillers financiers. Alors, je vous propose qu'on attaque directement les supports. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser les questions par le chat. Hein. J'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin de la présentation. Tout d'abord, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit retour sur ce qu'est un ETF? Est-ce qu'il y a un intérêt là-dessus? Alors, je vais avancer. Tout d'abord, il faut vraiment, il faut pas minimiser la révolution ETF. Je voulais également vous dire, parce que je pense que c'est important dans votre compréhension, euh, jusqu'en 2007, je gérais de manière très classique avec du titre vif, de l'OPCVM, des produits structurés, un peu peut-être comme vous le faites aujourd'hui. Et c'est de mon propre chef que j'ai décidé d'abandonner tout sauf les ETF. Donc, il n'y a pas un patron, il n'y a pas une opportunité. Nous ne sommes pas des opportunistes. Il y a juste la découverte d'un potentiel et d'une évidence de la place des ETF qui est en train d'être prise et qui est déjà prise depuis longtemps aux États-Unis et depuis 2016, le Financial Times appelle les ETF l'innovation dans le monde de l'investissement la plus réussie de notre époque. Ça se lit dans les chiffres. Hein. Les ETF sont en train de prendre une part importante par rapport à la gestion active. C'est quelque chose qui s'installe dans le paysage de manière absolument incontournable et durable. Et alors moi, on a un statut de conseiller financier, donc je vous considère un peu comme des confrères, peut-être même si on fait pas toujours exactement le même métier, mais en tant que confrère, on se donne des conseils d'amis ou des conseils de confrères, et vraiment ne pas avoir une offre ETF à son arc. Je dis pas qu'il faut faire que de l'ETF comme nous le faisons, mais ne pas avoir de l'accord d'ETF à son arc, c'est vraiment aujourd'hui c'est dommage parce que à mon sens ça apporte une clientèle potentielle supplémentaire. Demain, ça risque de faire fuir des clients qui peuvent être déçus, même ponctuellement, même pour des mauvaises raisons, d'une offre classique. Alors, raison des ETF, rapidement, les frais, bien évidemment, je crois que personne n'a échappé à cette raison. Un fonds classique, c'est à autour de 2,30 de frais de gestion, selon les stats de l'AMF. Un ETF, c'est autour de 0,20, 0,30. Alors, il y a une palette assez large selon la typologie de l'indice. Sur des indices extrêmement pointus, sur du smart beta, sur de l'ISR, on peut avoir des frais de gestion entre 0,40, mais peut-être jusqu'à 0,60 sur des classes d'actifs peu liquides, par exemple. En revanche, sur des indices très liquides, type S&P 500, Nikkei ou que sais-je encore, on a des frais de gestion souvent inférieurs à 0,1%, peut-être autour de 0,05%. Donc vraiment, c'est presque pour gratuit. La facilité d'utilisation, vraiment, alors on dit ça s'achète comme une action, effectivement, c'est liquide toute la journée, c'est vrai, mais il y a un point sur lequel je veux insister,
c'est que sur un OPCVM, vous ne connaissez pas votre cours d'achat. Sur un ETF, vous connaissez votre cours d'achat, enfin, ou de vente, peu importe. Mais c'est vraiment dans des marchés qui peuvent être très volatiles au sein d'une même journée, parce qu'on va avoir une nouvelle, les chiffres du chômage ou la Turquie qui envahit la Syrie. C'est vraiment très dommageable de ne pas connaître les cours d'achat, et les cours de vente. Enfin, la gestion active, c'est vrai, la gestion active, c'est tirer une balle dans le pied en faisant deux choses. La première, en sous-performant de manière assez régulière ces indices de référence. Et la deuxième, qui pour moi est presque la plus grave, c'est qu'elle a voulu faire de la gestion passive au prix de la gestion active en proposant des gestions très proches de leur indice de référence. Je pense que la véritable révolution, elle est aussi à faire du côté de la gestion active et que les fausses gestions actives vont disparaître. Alors, c'est vrai qu'il y a le pouvoir démesuré des canaux de distribution, mais le sens de l'histoire, même si c'est un boulevard limité à 20 km/h, le sens de l'histoire est bien celui-là. Il y a une quatrième raison auquel je suis attaché, pour lequel j'ai choisi de ne faire que de l'ETF dans la gestion des clients, c'est vraiment l'ouverture des possibles. On peut faire beaucoup plus avec disons, 2000 ETF UCIT qu'avec 50 000 OPCVM. Les classes d'actifs sont plus variées, les stratégies sont plus riches, et ça, c'est donc plus de performance pour les clients, également aussi plus de diversification. Et là, la diversification n'est pas un vain mot, il est utilisé de manière extrêmement abusive par tout le monde, parce qu'on croit que de mettre un peu d'États-Unis, un peu de Japon et un peu d'Europe, ça fait une diversification. Tout ça, évidemment, si vous avez un peu de bouteille, vous savez très bien que la diversification, on en a besoin quand les marchés baissent, et que se limiter à une diversification géographique est largement insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'on propose Don't worry, be ETF friendly. Schématiquement, avec les ETF, vous pouvez faire trois types de gestion. Alors, je vais surtout parler d'assurance vie luxembourgeoise, mais ça ne se limite pas à ça. Je fais cette petite parenthèse pour l'assurance vie française. Il y a deux manières de travailler avec nous dans le cadre de l'assurance vie française. C'est soit d'aller chez AGEAS, parce qu'on a eu la grande satisfaction d'être sélectionné par AGEAS pour gérer le mandat ETF du contrat MyPGA. Et la deuxième possibilité, c'est de nous considérer comme un grossiste allocataire, de nous acheter nos allocations pour les mettre en œuvre chez vos clients. Et nos allocations, on le verra un petit peu plus tard, tiennent compte de l'univers des possibles de tel ou tel assureur. Et on peut d'ailleurs créer des allocations à votre demande. Au Luxembourg, c'est un peu plus facile. Alors peut-être, dites-moi dans le chat, est-ce que vous travaillez au Luxembourg? Alors je vous ai posé la question lors de l'inscription. Je crois que Thierry ne travaille pas au Luxembourg, et Eric, je ne me souviens plus. Est-ce que vous pourriez me dire ça? Un peu, très bien. Donc c'est le champ des possibles est ouvert. Et Thierry, non, juste en France. Est-ce que parler du Luxembourg, on peut en parler quand même? Est-ce que ça peut potentiellement vous intéresser? Ok. Alors, l'intérêt du Luxembourg, on met souvent l'accent. Alors moi, j'ai pas d'action chez aucun assureur luxembourgeois. La seule chose, c'est que quand j'ai des clients en direct et il arrive d'avoir des appels pour Monsieur Yankovici, je veux faire de l'ETF, comment on fait?
Je travaille avec Lombard International et avec Baloise Luxembourg. Et ces gens-là mettent en avant la protection du Luxembourg. Moi, ce que je mettrais plutôt en avant, c'est la flexibilité de l'offre financière. Donc, au Luxembourg, on peut faire ici de la gestion libre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire avec votre client du multi-support avec du fonds externe, comme en France. La différence avec la France, c'est que c'est nous qui avons conçu le contrat, enfin, du moins, pardon, c'est nous qui avons conçu les supports, les 100 ETF exclusifs du contrat. Et on s'est attaché à une chose, c'est pas mettre que du Lyxor ou que de la Mundi, ça on s'en moque. On a été prendre les meilleurs dans chaque catégorie, et on s'est attaché à ce que toutes les catégories soient présentes, de façon à ce que vous puissiez réaliser la gestion main dans la main avec votre client, ou d'ailleurs en mandat d'arbitrage, avec tous les outils possibles. Donc dans ce cas-là, et je le disais, c'est assez pratique pour vous qui ne souhaiteriez pas nous déléguer la gestion, mais qui malgré tout souhaitez être accompagné dans cette gestion. Vous pouvez très bien faire une gestion libre, acheter nos allocations et les revendre à votre client. Ce qui me semble le plus logique, c'est de les revendre dans le cadre d'un mandat d'arbitrage. Ensuite, la gestion pilotée, là on est toujours dans le cadre d'un mandat d'arbitrage, mais le mandat est signé avec votre client à notre profit, et on s'occupe donc des arbitrages nécessaires en fonction évidemment du KYC, du profil de risque, mais également en fonction de notre politique d'investissement qu'on met en œuvre dans l'univers des 100 ETF. Ensuite, il y a une gestion un peu plus sur mesure, accessible en feed et en face. Alors, je vais pas parler de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez feed et face, pardonnez-moi. Ce sont des fonds dédiés aux clients et qui permettent une gestion sur l'ensemble de l'univers des ETF, et même des ETF non UCITS, parce que ça ouvre le champ des possibles, comme j'aime le dire, vers les ETF cotés aux États-Unis, qui est un vivier extrêmement riche, parce qu'il y a des indexations que nous ne trouvons pas en Europe. Alors, quel serait le business model ? Il y a plusieurs curseurs. On peut faire plusieurs choses. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, il y a quelque chose qui est important que vous ayez à l'esprit. C'est que j'ai beaucoup de conseillers qui me disent moi, je ne travaille pas en ETF. J'ai compris que c'était intéressant, mais je ne veux pas perdre d'argent. Je ne sais pas comment gagner de l'argent avec les ETF. Alors, pire encore, la petite anecdote, c'est un conseiller qui m'a appelé, on est resté 2 heures au téléphone, je lui ai fait l'alpha et l'oméga de l'ETF. Il était très passionné, très intéressé. Au bout du coup de fil, je dis écoutez, alors voilà, je vais vous envoyer la façon dont on travaille ensemble. Elle me dit non, c'est pas pour moi, c'est pas pour mes clients, c'est pour moi, parce que avec mes clients, je ne sais pas comment gagner de l'argent. Donc, l'idée que je vais vous faire passer, c'est vous pouvez à peu près, à peu de choses, vraiment à peu de choses près, retrouver les mêmes marges que vous avez avec de l'OPCVM avec des ETF. Comment on fait ? C'est très simple. Avec de l'OPCVM, vous achetez 2 choses avec les 30%. Vous achetez un accès au marché, vous achetez une stratégie de gestion. Avec l'ETF, vous découpez les deux. Avec l'ETF, vous n'avez que l'accès au marché, et la stratégie de gestion, vous la faites passer au-dessus avec un allocataire d'actifs comme nous. Et cet allocataire d'actifs, évidemment, il faut le payer. Et donc, les 2% d'économie, les 2,1% d'économie que vous faites en utilisant les ETF, vous allez, schématiquement, ce à quoi on arrive, c'est qu'on va les diviser en 3. Il y a un tiers qui va servir à nous payer, il y a un tiers qui va vous servir à vous payer, et il y a un tiers qui va être d'économie pour le client. Donc vraiment, tout le monde est gagnant, et la rétrocession que vous perdez sur les OPCVM, vous la récupérez avec ce tiers-là qui, de manière la plus pratique, mais pas exclusive, peut être intégré au contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie qui est ici, vous allez augmenter
vous allez augmenter ces frais de gestion de manière à récupérer ce que vous perdez sur les sous-jacents. Les frais de gestion financière, donc c'est la partie qui est pour nous, sur lequel on peut faire des rétrocessions. Là, ça sera à voir au cas par cas, selon les clients, selon votre business model, on verra. Rétrocession sur les frais de gestion, c'est ce que je viens de dire, entre 0 et 50%. La solution la plus efficace pour le client, pour la répartition des frais, pour la protection, c'est le fonds d'assurance spécialisé. Vraiment sans aucun doute. Voilà, ici on a quelques exemples. Je vous enverrai le support, je ne sais pas s'il faut les commenter maintenant. Rapidement, les frais de gestion administrative à 0,90 pour 150 000 euros, donc vous voyez que c'est un peu au-dessus de ce qu'on peut proposer. Si nous, on prend 1% de frais de gestion financière et qu'on vous rétrocède 50%, finalement, vous avez vos 0,45 ici, plus les 0,50 de notre rétrocession, et vous tombez sur 0,95. On a mis les frais de gestion ETF à 0,25, ça pourrait être un petit peu moins, et le client s'en sort pour 2,32, tout équipé avec vos conseils, votre étude patrimoniale, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, la gestion en ETF. Et sur un contrat d'1 million d'euros, on a pris des chiffres un peu différents. Alors, volontairement, on a pris des frais du contrat supérieurs, parce que dans ce cas-là, on a dit, on ne fait pas de rétrocession, pour vous montrer un petit peu les deux fonctionnements. Donc, dans ces cas-là, vous avez votre part à 0,65. Nous, on peut s'aligner à 0,45 sans rétrocession. Et le client se retrouve avec des frais à 1,77 qu'on pourrait... on a été assez tranquille, assez généreux. Pour 1 million d'euros, on peut travailler un peu inférieur à 0,45 et peut-être que vous pouvez travailler un peu en dessous de 0,65. En tout cas, on a donc cette flexibilité tant au niveau des frais qu'en termes de partage des frais. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas perdant et que le client est gagnant. Ça, c'est absolument une certitude. Alors, avant de basculer sur la partie de nos allocations, je veux bien prendre quelques questions si vous en avez pour pas... parce que c'est vrai qu'avec ce système, on a la frustration de ne pas vous entendre, ce qui est terrible pour moi qui ai l'habitude de parler à un parterre de conseillers financiers. Est-ce que vous avez des questions? Alors c'est bien quand vous commencez à toucher au clavier, je vois des petits points gigoter, donc je sais que vous écrivez. Donc je vous attends patiemment. Et je regarde le marché monter dans l'espoir d'un Brexit plus tranquille. Alors, qui souscrit le contrat ETF? Qui souscrit le contrat ETF ou moi? Non, vous êtes le courtier. Vous êtes le courtier et c'est votre client. Et si vous souhaitez qu'on ne parle pas au client, on ne parlera pas au client. Si vous souhaitez qu'on ait des contacts avec le client qui se limitent à l'explication de la politique de gestion, on peut le faire. On peut le faire avec vous. On le fait régulièrement avec les conseillers financiers. On fait des visioconférences. Éventuellement, on peut se déplacer. Donc, c'est à construire ensemble. Mais en tout état de cause, c'est votre client et vous êtes le courtier. Est-ce que c'est un peu comme AGEAS? Alors, chez AGEAS, c'est vraiment très distant entre l'ETF, entre la gestion et le client, parce que je ne fais, entre guillemets, que fournir une allocation à AGEAS qui la met en œuvre pour les clients. Je ne sais pas qui sont les clients, qui sont les conseillers financiers, et c'est uniquement à l'occasion
de rencontres avec AGAs que je peux en croiser. Donc il n'y a pas cette relation directe, cette possibilité. Et je suis même pas sûr qu'AGAs donne mes coordonnées aux conseillers financiers qui souscrivent à l'offre ETF. Alors si je les connais, bien sûr, très bien, parfait, je les renseigne, mais je les connais pas toujours. Donc il y a une distance qui est un peu plus importante. Deuxième différence, c'est qu'il n'y a qu'un seul profil de risque, alors qui est bien, qui est flexible, et qui cette année, vraiment très 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 bonne année, on fait plus 18 sur le flexible. Je vous montrerai tout à l'heure les performances. Et dans l'assurance vie luxembourgeoise, si vous êtes en multi-support, il y a 5 profils. Si vous êtes en fonds d'assurance spécialisé, il y en a 18. Donc on est très confortable. On devra donc ouvrir un compte chez Lombard. Alors le plus confortable, donc, c'est soit Lombard, soit Baloise, soit les deux. Habituellement, pour du multi-support fonds externe, c'est plutôt Baloise. Pour du fonds d'assurance spécialisé, c'est plutôt Lombard, mais le fonds d'assurance spécialisé peut fonctionner aussi chez Baloise. C'est au cas par cas. On peut en parler selon votre typologie de clients. Si vous souhaitez ouvrir qu'un seul code chez l'un des deux, alors dans ces cas-là, je vous dirai, on en parlera et je vous dirai en fonction de la typologie de vos clients lequel il vaut mieux ouvrir. Alors, le minimum de contrat chez Baloise est 50 000 euros et chez Lombard de 250 000 euros. Donc ça, déjà, ça fait une vraie différence. Donc si vous avez beaucoup de clients entre 50 et 250 000 euros que vous souhaitez guider vers cette solution-là, effectivement, il vaut mieux aller chez Baloise. Ça marche. Alors, on passe du côté des allocations et vous allez voir, moi je trouve ça que c'est un monde passionnant, c'est un monde très riche, c'est un monde très divers. Ça ressemble un peu à ce que vous pouvez trouver chez un gérant d'OPCVM, avec quelques petites différences. Donc la première, c'est que c'est uniquement en ETF. La deuxième, c'est que jamais, au grand jamais, nous n'oublions que nous faisons de la gestion pour compte de particuliers et pas d'instit. Ça veut dire que la notion de benchmark, c'est une notion un peu qui nous angoisse pas, qui nous angoisse pas et qui nous empêche pas de dormir. Qu'en revanche, alors pour avoir fait de la gestion privée pendant 20 ans, là, les attentes d'un client particulier, c'est un subtil mélange entre de la performance absolue et de la performance relative. Donc ça, l'intégrer dans la gestion, c'est vraiment un souci au quotidien et qui n'est jamais, ou dans 99% des cas, jamais un souci d'un gérant de collectif qui a surtout des institutionnels ou des gestions privées et qui est payé sur la différence entre un benchmark et un indice de référence. Alors, on a une petite vingtaine d'allocations qui sont classées par profil de risque. Bon, bah ça, c'est très classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'on les a classées par type généraliste ou spécialisé. Les généralistes, c'est ce que vous connaissez habituellement, du prudent à l'offensif en passant par le flexible. Et les allocations spécialisées, c'est en fait une recherche de sens à l'investissement pour que le client comprenne exactement le prisme qui est utilisé. Alors, dans les allocations généralistes, on peut dire qu'on va chercher les meilleures idées des allocations spécialisées, qu'on déploie notre méthodologie qui se base sur un triptyque qui est la macroéconomie, donc les grands cycles économiques. Ensuite, des aspects un peu plus techniques comme les valorisations, des performances relatives sur l'ensemble des classes d'actifs. C'est important d'avoir des signaux qui viennent de différents horizons, différentes classes d'actifs. Et également la psychologie des investisseurs, parce que acheter des actifs de qualité, à forte croissance, tout le monde peut le faire.
Maintenant, les acheter pas cher, ça n'existe pas parce que en général, un actif de qualité, tout le monde le sait et c'est en général chèrement valorisé. Donc, on cherche un peu à résoudre ce triptyque et finalement l'angle le plus souvent, alors qui n'est pas décliné sur l'ensemble des allocations, mais en particulier sur une allocation comme contrariant ici dans le flexible, c'est d'avoir des actifs qui ont déçu, donc faiblement valorisés, et dont on perçoit un point d'inflexion qui, en général, notre horizon, c'est 2 à 4, voire 6 mois. Donc on a, dans de nombreuses allocations, un ADN un peu contrariant. Mais ce n'est pas le cas de la totalité des allocations. En particulier, vous avez vu, il y a un petit Q ici, allocation quantitative, parce qu'on n'a pas voulu que les conseillers viennent travailler avec nous uniquement pour notre capacité à faire de la gestion discrétionnaire, parce qu'on sait que la gestion discrétionnaire, eh bien, ça marche bien un temps, ça marche moins bien dans une autre période, et puis ça remarche après. On ne veut pas ne pas avoir de solution à vous proposer si pendant un temps limité vous étiez déçu de notre gestion. Il y aura toujours une solution avec nous et c'est l'état d'esprit de ces allocations quantitatives. Alors, ce que je vous propose, on va basculer. Donc là, on était sur un PowerPoint. On va basculer sur le site en direct. Donc, je vais partager mon écran. Alors, non. Tac. C'est pas ça. Ah, j'ai lancé la vidéo que je ne devais pas lancer. C'est très bien. Fenêtre d'application. Tac, 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 tac. Alors, attendez. Je vous demande 1 minute. Hop. Hop. Voilà. Normalement, vous avez sur votre écran mon écran. Si tout se passe bien. Voilà. Est-ce que vous voyez des petits points de toutes les couleurs qui représentent l'ensemble de nos allocations? Ok, super. Donc là, vous avez vraiment la synthèse de toutes les allocations avec les performances depuis le début de l'année et les volatilités. Donc pour parler de performance 2 secondes, la moins bonne, c'est notre portefeuille base obligataire qui est quand même à 5,46 depuis le début de l'année. Et la plus performante, c'est Winner Loser, qui est à 24,47 pour être très précis, qui d'ailleurs n'est pas la plus volatile. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est une première façon de lire le tableau. La deuxième façon, vous avez en fait toutes les allocations, qu'elles soient spécialisées ou qu'elles soient généralistes, mais il y a certaines allocations qui sont attachées à un assureur. Par exemple, ce qu'on fait avec AGEAS, vous l'avez ici. Donc, je vous disais, on est à plus... je vous ai dit 18, là, on est à 19,26. Ce sont vraiment les performances en direct. Hein. Ce n'est pas une mise à jour d'un reporting de PCVM tous les mois, comme nous le faisons d'ailleurs par ailleurs. Mais vous allez voir également qu'on a des allocations donc attachées à un assureur. On a un dynamique chez Viplus. On a un équilibre chez Baloise. On a... je le cherche. Tac. On a un équilibre chez Viplus. On a un équilibre chez Suravenir. Ces allocations-là, c'est pas nous qui allons les mettre en œuvre chez Suravenir ou chez Viplus. C'est vous qui allez possiblement les acheter pour les mettre en œuvre directement avec vos clients et consulter les performances. Vous allez recevoir un mail à chaque fois qu'on fait une opération sur l'allocation.
Et donc, ces allocations-là, donc attachées à un assureur, ce n'est pas nous qui les mettons en œuvre, sauf chez Baloise, dans le cadre du mandat d'arbitrage que vous pouvez faire à notre profit. Je rafraîchis pour réafficher toutes les allocations. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les allocations. Je vais peut-être juste vous parler de winner-loser, qui est le meilleur performeur depuis le début de l'année. Et peut-être que c'est vous qui allez me donner l'allocation qui peut que vous voudriez voir un peu commentée. Tiens, moi je vais en prendre deux. Je vais prendre winner-loser et je prendrai peut-être de l'autre côté une allocation qui est très peu volatile. Soit FlexCant, soit Protect Air. Bon, j'avance dans cette direction-là. Si vous voulez me faire dévier, faites-moi un petit mot. Alors, winner-loser, c'est un peu l'ennemi de la gestion active. C'est quelque chose d'assez dingue parce qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. La gestion est quantitative et elle a pour objectif d'utiliser la saisonnalité des marchés et la psychologie des investisseurs. La saisonnalité des marchés d'abord, c'est assez documenté. On sait bien que les marchés sont bien meilleurs d'octobre à mars plutôt que de mars ou d'avril à septembre. Donc déjà, la mauvaise période, le portefeuille va rester en cash. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous le voyez, en 100% liquidité, il va être réinvesti fin octobre. Et qu'est-ce qu'il va faire fin octobre? Il va prendre les 10 meilleurs ETF du monde et il va les équipondérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de momentum dans le comportement des gérants. Ils achètent en fin d'année les meilleurs performeurs de façon à proposer à leurs clients des jolis portefeuilles. C'est purement esthétique, ça n'améliore pas la performance, mais c'est mieux de voir des performances entre moins 5 et plus 5 plutôt qu'à moins 30. Donc les plus mauvais performeurs sont vendus. Et donc, si vous me suivez, ce que nous avons fait, c'est que le 31 décembre, on vend tous ces meilleurs performeurs et on achète les pires performeurs de l'année écoulée. Alors, comme on est dans un univers d'ETF très, très riche, on va voir que les pires performeurs, c'est souvent des zones assez pointues. Les mauvaises langues diront exotiques, peut-être, mais ça marche. Si on regarde par exemple ce qui a été fait cette année, donc le portefeuille a été acheté avec les pires performeurs, donc puis revendu le 1er avril, on va voir que les plus-values ont été quand même assez sympathiques, puisqu'elles vont de 2,47 à 47%. Donc ça, c'est des performances qui ont été réalisées uniquement au premier trimestre 2018. Et ce qui nous a permis de capter, alors on voit bien la diversification sur le premier trimestre, et puis hop, on passe complètement en cash. Alors ce genre de tableau, vous l'avez sur toutes les allocations. Moi, je trouve ça intéressant de voir le film un peu se dérouler. Donc, en faisant quelque chose de très simple, alors on a fait une très, très mauvaise année 2018, mais qui a été rattrapée en un trimestre, puisque en gros, plus 25, moins 25, alors ça fait, on retrouve pas tout à fait les 100, mais vous voyez que les années passées, on a fait des performances très satisfaisantes, avec une volatilité qui, sur une année glissante, est très limitée, puisqu'on n'est investi que la moitié du temps. Et sur le graphique de long terme, alors dommage, on n'a pas affiché le MSCI World, mais avec ce genre d'allocation où on voit tous les plats des moments où on est resté en cash, on voit bien que, on verrait bien qu'on bat largement le MSCI World en faisant 146%
depuis 2010. Alors ça, c'est les contribs de perf. On voit, par exemple, la performance du Vanek Vector Small Cap, etc., etc. Voilà pour winner-loser. La deuxième allocation dont on pourrait parler, c'est FlexQuant. On a FlexQuant. Alors j'hésitais entre FlexQuant et Protect Air parce que la philosophie de l'allocation, c'est comment performer de manière raisonnable en évitant les grands bear markets. C'est un peu l'obsession de ces allocations-là, c'est qu'on ne veut pas être investi en actions ou vraiment le moins possible en cas de marché baissier. Alors je ne parle pas de crack où on est pris par surprise, mais de marché baissier durable. Donc FlexQuant, c'est un flexible 0 à 100 qui va être, on va dire, appelons ça structurellement investi à 100% en actions, parce que on sait que les actions, c'est ce qu'il y a de plus porteur. Et en fonction d'indicateurs, on en a 8 qui sont macroéconomiques et financiers. On va enlever des pondérations d'actions. Et aujourd'hui, on est à 0% d'actions. Et c'est pour ça que la performance est peu volatile, puisqu'on est évidemment uniquement obligataire. Donc, on a constitué 2 poches. Vous voyez les 2 premiers ETF. Là, on voit en transparence des 2 poches. Mais si on reconstituait les poches, les 2 premiers ETF, donc qui sont 2 ETF obligataires, c'est notre base obligue, dont on en a parlé tout à l'heure. Et les suivants, c'est notre base action. On ne fait pas vraiment de choix géographique. On ne fait pas vraiment de choix sectoriel, puisque vous voyez, on prend du Nasdaq, des small caps, de l'Eurostoxx 50, des marchés émergents et du Nikkei. Alors évidemment, on a quand même cherché des zones assez pour apporter un peu de peps avec du Nasdaq et des small caps, mais bon, on a aussi de l'Eurostoxx 50. En tout cas, c'est diversifié géographiquement, mais on ne fait pas de paris, il n'y a pas de politique d'investissement. En tout cas, au sein de la poche action et de la poche obligataire. Et puis, en fonction de nos indicateurs, on va arbitrer entre les 2 poches. Donc, vous voyez, mois par mois, alors il y a certains mois où ça bouge pas. Vous voyez, depuis le mois d'août, on n'a pas bougé, on est resté 100% obligue. Et en faisant une telle action en fonction de nos indicateurs, bah, on arrive à des performances qui sont assez sympathiques. Parce que, alors vous voyez que l'année dernière a été négative, mais pas beaucoup. On était à -3. Que cette année, on est à +8. Alors ce tableau-là est mis à jour tous les mois. Hein. Pour voir la performance en direct, on monte un petit peu. On est ici. On est à 8,03. Et ça marche, vous voyez, très très bien, parce que depuis 2000, on n'a pas beaucoup baissé dans la crise 2000-2003. On n'a pas beaucoup baissé, ici, en 2007-2008. On a même progressé, parce que le modèle a su détecter ce qui allait se passer et que il a été uniquement obligataire. Il a un peu souffert ici, effectivement. Et puis, voilà, il est relativement stable en 2018 et cette année, mais on est quand même à 412% depuis 2010. Je pense qu'il y a beaucoup de gestions flexibles qui aimeraient être à ces niveaux-là. Je précise, pour être tout à fait transparent, qu'il n'y a pas de frais impactés à ces résultats-là, parce qu'évidemment, les frais sont variables d'un client à un autre. Le client privé avec son contrat d'assurance vie et le client institutionnel, évidemment, c'est pas le même niveau de frais. On a un petit comparatif ici uniquement sur la perf de cette année. Alors, on aurait bien aimé vous l'afficher sur les 10 dernières années, sauf que l'outil informatique on a intégré que depuis le début de l'année, donc il n'a pas encore les performances historiques n'ont pas été alimentées. Vous voyez, on se situe plutôt dans la fourchette basse. On est dans la NAS. Hein. Ici, des fonds flexibles.
Donc cette année est une année, on va dire correcte, +8, mais c'est vraiment assez sympa de pouvoir afficher +8 après avoir affiché -3 l'année dernière. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds flexibles qui, juste sur ces 2 années, pourraient nous envier. Alors, je reprends. Tac. Allez, je remets la caméra. Alors, moi, j'en ai terminé. Je vous ai parlé du pourquoi des ETF, du comment et des allocations. Donc, je suis à l'écoute de vos questions, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Ça a été très dense, hein, donc il faut aussi une période pour que ça décante. Euh, alors oui, bien sûr, PEA, évidemment, évidemment. Je retourne 2 secondes sur le partage d'écran. On a une allocation PEA internationale. Et si vous voulez ne pas utiliser d'ETF dans un PEA, c'est presque un gâchis. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas bénéficier de la diversification géographique. Le PEA, avec les ETF, on peut aller, bon, vous le voyez, je vous livre ici l'inventaire actuel de PEA international. On a 20% de Chine, on a 19% de Grèce, on a un ETF inverse pour protéger le portefeuille, on a des valeurs pétrolières, de la Turquie, de la santé, il nous reste un peu de banque. Vous avez vraiment toute la transparence, la performance depuis l'achat, la performance depuis le début de l'année. Alors, par exemple, sur l'inverse, il fait -36 depuis le début de l'année, mais nous, on fait entre guillemets que -7 et on progresse de 3 depuis le début du mois. Vous avez l'historique des opérations, là encore. Vous voyez un peu le rythme auquel on arbitre hein, les portefeuilles. Vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, le 8 octobre, donc il y a 3 jours, on a renforcé en même temps la Turquie qui a baissé suite à la situation avec la Syrie. C'est une zone qui est totalement délaissée. La devise a énormément baissé et en achetant de la Turquie, on prépare un peu 2020. Et puis on a renforcé l'inverse en cas de déception avec la Chine. Les marchés pourraient quand même baisser. Donc on a quand même beaucoup protégé. Voilà, vous avez les mêmes tableaux, je ne vais pas les recommander que tout à l'heure. Donc oui, effectivement, nous avons le PEA disponible. Alors attendez, ça s'est mis en route. Tac. Qu'en est-il du risque des ETF établissement financier? Qu'en est-il du risque des ETF établis Pardon, vous pourriez élaborer la question? Le risque des ETF, ça je comprends, mais qu'est-ce que vous entendez par établissement financier? Ah, merci de cette question. Alors, la question, d'abord, enfin du moins la réponse est strictement la même si Lyxor a des problèmes que si DNCA a des problèmes, Dorval a des problèmes ou Carmignac a des problèmes. C'est la même chose. Ce sont des sociétés de gestion agréées par l'AMF. L'ETF, juridiquement, est un OPCVM, donc il suit les mêmes règles, la même protection. Et donc, si Lyxor disparaît, alors, première possibilité, ces ETF sont rachetés par une autre société de gestion. C'est à mon avis la possibilité la plus probable, puisque c'est pas comme si le marché de l'ETF était en difficulté. Ça serait un peu rigolo de dire ça. Ensuite, si les ETF, si un ETF devait exploser, par exemple, eh ben, tout simplement,
le souscripteur est propriétaire des actifs, en tout cas d'une partie des actifs de l'ETF. Donc il se retrouverait avec les 40 valeurs du CAC 40, par exemple, si c'était un ETF CAC 40 qui explosait. Donc il y a le risque, il est la probabilité d'occurrence est déjà extrêmement faible, mais vous avez raison de l'évoquer. Hein. Et en plus, les conséquences sont tout à fait presque sans risque. Le risque dont on pourrait parler, c'est le risque de contrepartie, puisque comme un OPCVM classique, un ETF peut faire du prêt de titre. Bon, à mon avis, le prêt de titre qui est fait au sein des ETF est 1000 fois plus surveillé qu'au sein d'un OPCVM. Bon, ça c'est un avis personnel, mais vous avez un collatéral, c'est-à-dire que lorsque la société de gestion prête 100, elle reçoit en général 100, voire 105 ou 110 dans un actif très sûr, que sont par exemple des emprunts d'État américains ou allemands. Et si celui qui emprunte les titres ne les rendait pas, bah alors il y a le collatéral pour protéger. Les ETF existent depuis 1993. Ils ont connu la crise asiatique, la crise des technos, la crise des subprimes. Il n'y a eu jamais aucun défaut sur un seul ETF, sur aucun prêt de titre, aucune réplication synthétique. Maintenant, vraiment, je comprends votre question. Hein. Je ne suis pas fabricant d'ETF et donc je peux vous répondre avec la plus grande liberté. Et si demain, on inventait un produit plus intelligent qu'un ETF, alors on ferait autre chose que de l'ETF et on irait vers ce produit-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Et bien entendu, j'attends les autres. Et Thierry, est-ce que vous travaillez avec AGS? Si vous ne travaillez qu'en France, avec quels assureurs vous travaillez? Ah ben très bien, et merveilleux. Et vous faites du MyPGA? Alors je dis PGA, mais c'est ridicule, c'est PGA en réalité, je pense. Super. Et vous avez déjà fait le mandat ETF? Eh ben, ah ben alors, attendez, je je vais pas vous laisser sans vous montrer l'allocation à GEAS. Ça serait vraiment dommage. Euh, ah oui, alors, pardon, l'allocation à GEAS, on va la voir ailleurs. Voilà, alors ici, on n'est pas sur ETF Finance, on est sur l'outil qui alimente ETF Finance. Pour la petite histoire, donc là, on est sur l'allocation AGEAS. Tac, tac, tac. Alors, attendez, il y a beaucoup de choses qui sont... Alors, attendez, c'est en train de charger, je pense. Voilà, on est sur un SRRI 4, mais c'est du flexible, c'est du 0-100, hein, donc on est en mesure on peut le baisser. Les performances, alors voilà, depuis le début de l'année, on est à 19,26, je vous avais dit 18, en fait, on est un peu mieux que ça. Je vous en laisse juge, mais à mon sens, sur un flexible 0-100, 19, je pense qu'il y a même des gestions 100% actions qui pourraient nous envier d'être à 19. Voilà, on a la façon dont...
Alors ici, on est à 18. Je pense que c'est pas totalement à jour ici, mais on a mois par mois. Vous voyez la performance. Ici, vous avez le graphique de performance, la composition par société de gestion, la contribution au résultat. Voilà, vous voyez que les premières positions, les premiers contributeurs, ce sont les emprunts américains, ensuite les mines d'or, ensuite les emprunts européens. Et puis, au contraire, le short sur les emprunts américains ont pesé, les matières premières ont pesé un petit peu. Et on est vraiment dans une transparence euh, absolue. On va regarder le portefeuille aujourd'hui, qui est de l'autre côté. Tac. Attendez, je veux juste vérifier. Voilà, c'est ça, vous le voyez bien. Voilà, vous voyez aujourd'hui la composition du portefeuille. Alors effectivement, aujourd'hui on a beaucoup de mines d'or parce que c'est une conviction de long terme. C'est pas un coup de trading. Et ça nous a apporté beaucoup de performance. Et aussi, on l'a vu grâce à ça qu'on a performé. Et aussi grâce aux Treasury Bonds qui ont été allégés hein, depuis. On a cristallisé de la performance sur cette partie obligataire américaine, mais très tôt, même à un moment, depuis plus d'un an, on a eu beaucoup d'emprunts américains parce qu'on croyait à deux choses. Un, à la hausse du dollar et deux, que à 3%, les taux à 10 ans étaient très bien rémunérés. Donc, au moment où tout le monde parlait de hausse des taux, on en profitait. Voilà, vous avez les répartitions en détail. Si vous cliquez, vous allez dans le détail. Sectoriel Sellor, et ici, hop, voilà, le Lixor, Core Commodities. Paf, voilà, c'est les petites boîtes qui s'encastrent les unes dans les autres. Voilà, ce niveau de détail, franchement, vous l'aurez nulle part ailleurs. Pardon. Et il est à votre disposition. Alors, pardon, je n'avais pas lu. Tac, tac, tac. On doit se positionner dans la stratégie avec nos clients. Je comprends pas très bien. On doit se positionner dans la stratégie avec nos clients. Euh, Est-ce que vous pourriez expliciter? Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'avez pas accès à la stratégie et que du coup vous êtes en manque d'informations pour expliquer ça à vos clients. Ah, alors du coup là aussi différence avec Baloise, c'est que là le business model, moi je le maîtrise pas. Je peux pas vous faire de rétro. J'ai une commission qui vient d'AGEAS et après il faut voir avec AGEAS ce que vous touchez de votre côté. Euh, mais c'est pour ça que le confort est plus important en mettant en œuvre chez Baloise. Parce que là, on a toute flexibilité. Alors, je sais plus, les gens d'AGS, mais vous savez ça sans doute bien mieux que moi, avaient expliqué quand même que vous aviez certains curseurs euh, pour, euh, pour adapter votre tarification. Alors, je crois que la délégation de gestion en ETF, c'est 0,40, mais je suis pas sûr, je sais pas si vous pouvez la déplacer, mais pour ça, il faut vous rapprocher du représentant d'AGS. Donc, bon, ça a le mérite d'exister pour ceux qui veulent être absolument en France, pour les clients qui n'ont pas 50 000 euros. Vous avez cette offre-là en ETF. Vous avez maintenant de la matière, de la performance à leur montrer. Euh, et, et, pour, euh, et pour des clients à partir de 50 000 euros, peut-être c'est un peu plus confortable, en tout cas dans le cadre de l'ETF, sur le reste, je ne sais pas, mais pour faire de l'ETF, d'aller avec nos amis de Baloise. Auriez-vous d'autres questions? Super. Merci Eric, Thierry, tout va bien?
Ok, bien sûr. J'ai vos adresses mail quand vous êtes inscrit. Je vous envoie ça dans l'après-midi. Et puis, vous revenez vers moi. Je parle toujours avec beaucoup de passion parce que j'ai l'impression aussi d'être un peu avec mon bâton de pèlerin. Et puis, je vous souhaite également un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention, Eric et Thierry. À bientôt.